Du 5 au 17 juin 2022, Bougouni, capitale verte du Mali, la 23e édition de la quinzaine de l'environnement a pris ses quartiers dans le Bani Monoché. Et c'est le Premier ministre qui a lancé les activités liées à l'événement. Une seule terre et se relever ensemble de la sécheresse. Ce sont là quelques thèmes qui seront abordés tout au long de la quinzaine. Toujours à Bougouni et toujours plus écologique, la région, elle va abriter très bientôt l'usine Léo Lithium. Le ministre des Mines a procédé à la pose de la première pierre. L'usine est un partenariat Fire & Fish, Australie, Ganfeng Lithium, Chine et coûtera plus de 125 milliards de francs CFA. À la rencontre de Madou Diarra, Hercule de son temps. Madou Diarra, simple homo sapiens, a cassé manuellement, sans bulldozer, une colline tout entière pour faire passer une route de près d'1 kilomètre. John Kassabali, c'est le nom de la route qui rapproche désormais son village natal, Djonoké-Bougou, de Bamako. Un travail de titan qu'elle va nous raconter dans ce journal. Garibou Pérou, qui est justement allé voir l'homme aujourd'hui physiquement fatigué. Un autre grand voyage dans cette édition, nous partirons dans le Miankala. Nous allons découvrir un rite initiatique en milieu Miankar. Il s'agit du Koté ou escargot en milieu Bamana. Ce rite livre une société de lumière où chaque jeune Mianka est éduqué sur la base de cette philosophie de l'escargot qui concerne notamment le patriotisme, la défense du village, donc de la nation. Dimanche 20h, bonsoir et bienvenue aux informations. Revenons sur les sessions extraordinaires des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA tenues hier samedi à Accra au Ghana. Notre pays a pris part aux travaux. La délégation malienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné par son collègue de l'économie et des finances. Au nom du chef de l'État, la délégation malienne a partagé avec les chefs d'État de l'UEMOA des informations sur la situation sécuritaire et économique et aussi sur la vision du Mali dans le processus de transition. Nos envoyés spéciaux sont Garibou Pérou et Aliou Touré. En concomitance avec le sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont tenu la conférence extraordinaire. La session a fait le point de la situation des pays récemment engagés dans la transition, en l'occurrence le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. À propos du Mali, le rapport a été porté par Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Nous nous félicitons du rapport qui a été présenté par le médiateur Goodluck Jonathan. Rapport lui-même qui était basé sur les propositions qui ont été faites par le gouvernement du Mali. Les propositions relatives notamment à la durée de la transition. Le gouvernement avait proposé une transition de 24 mois, commençant en mars 2022 et se terminant en mars 2024 sur une durée de 24 mois. Nous comprenons que ce rapport a été présenté et que ce rapport, le sommet en a pris bonne note et a été accueilli favorablement par les délégations présentes. Et il a été question, surtout après la présentation de ce rapport, de pouvoir continuer la discussion avec les autorités maliennes pour apporter un certain nombre de détails parce que l'objectif essentiel c'était d'arriver à une levée immédiate des sanctions imposées à notre pays pour pouvoir aller maintenant par rapport à une mise en œuvre. Les délégations présentes ont favorablement accueilli les propositions maliennes. Elles ont salué les efforts consentis par le médiateur de la CEDEAO. Mais avant la levée des sanctions, les chefs d'État demandent aux autorités maliennes un chronogramme acceptable. Je peux vous dire que le chronogramme, ce n'est pas un secret, c'est axé autour d'un certain nombre d'éléments. Nous avons toujours indiqué qu'il était important de procéder à la réforme du système électoral et un projet de loi électorale est déjà déposé sur la table du Conseil national de transition et ce projet de loi électorale intègre aussi la question de l'organe unique de gestion des élections. Donc ça c'est un élément important. L'autre élément c'est l'écriture d'une nouvelle constitution et le reste des paramètres c'est l'organisation des différents scrutins au niveau local et régional, communal, mais aussi l'organisation d'élections législatives qui doivent être couronnées maintenant vers la fin du processus de transition par l'élection présidentielle. Ça, ce sont vraiment les grandes réformes qui sont contenues dans ce chronogramme. Il se trouve qu'il y a quelques éléments complémentaires dont les chefs d'État ont besoin, qui ont trait essentiellement au détail du chronogramme, qui est disponible au niveau des autorités maliennes déjà, mais aussi aux mécanismes
que le gouvernement même avait demandé qu'on puisse mettre en place un mécanisme conjoint qui est piloté par le gouvernement du Mali, mais ouvert à la CEDEAO, à l'Union africaine et aux Nations unies, pour nous permettre de procéder à un suivi régulier de la mise en œuvre de ce chronogramme. Nous comprenons que des informations détaillées sont attendues par rapport à ça pour pouvoir lever les sanctions. La présentation d'un chronogramme détaillé et la mise en place d'un mécanisme de suivi sont les éléments relevés par les chefs d'État et de gouvernement des instances régionales. La conférence invite le médiateur à poursuivre les échanges avec les autorités de la transition dans le but de parvenir à un accord devant permettre la levée progressive des sanctions. La conférence a appelé ses partenaires à accroître l'assistance humanitaire en faveur du Mali et enfin décidé d'examiner la situation du Mali lors de son prochain sommet ordinaire qui se tiendra le 3 juillet 2022. Et vous pourrez suivre après cette édition l'intégralité de l'entretien que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a accordé à nos envoyés spéciaux après les conclusions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra. Retour donc au Mali, direction Bougouni, capitale verte du Mali, du 5 au 17 juin 2022. La 23e édition de la quinzaine de l'environnement a pris ses quartiers dans le Bani Monouché et c'est le Premier ministre qui a lancé les activités liées à l'événement. Une seule terre et se relever ensemble de la sécheresse. Ce sont là quelques thèmes qui seront abordés tout au long de la quinzaine. Les populations ont réservé un accueil chaleureux aux participants, nous disent nos envoyés spéciaux Salim Tandao et Idrissa Traoré. Dr Choguel Kokalamaïga a d'abord été salué par la population de la commune rurale de Sido à quelques kilomètres de Bougouni. Drapeau en main, les populations lui ont signifié leur gratitude pour les actions posées par l'équipe de la transition. À l'entrée de la ville, les autorités, avec à leur tête le gouverneur de la région, ont massivement fait le déplacement pour conduire la délégation du Premier ministre au stade municipal où s'est tenue la cérémonie de lancement de la quinzaine de l'environnement. La quinzaine de l'environnement, c'est une double célébration. Les acteurs du secteur sont réunis depuis ce dimanche à Bougouni. Pendant 2 semaines, ils mèneront des activités allant dans le sens de la protection de l'environnement et de la promotion du cadre de vie. Ce 5 juin, journée mondiale de l'environnement, qui a pour thème « Une seule terre », marque le début de la 23e édition de la quinzaine. Il faut savoir que Bougouni est une zone d'intérêt pour les acteurs de l'environnement. Dans cette localité, il y a des forêts classées, des réserves de faune et de biodiversité. Mais ce potentiel est aujourd'hui touché par la sécheresse, la surpêche et les produits chimiques de l'orpaillage, entre autres. Selon le ministre en charge de l'environnement, la quinzaine de l'environnement est le cadre idéal pour relever ces défis. Il s'agit d'un espace d'échange, de communication et de sensibilisation pour un changement de comportement en vue d'une meilleure protection de nos ressources naturelles et environnementales. La désertification et la sécheresse sont les défis bien connus de notre pays. Pour riposter contre ces phénomènes, notre pays, depuis des années, a élaboré des politiques et des programmes pour y faire face en proposant des solutions innovantes, des stratégies et techniques d'adaptation et de résilience appropriées à nos réalités socio-économiques. La quinzaine de l'environnement nous offre le cadre idéal pour communiquer sur toutes ces visées stratégiques, non pas de façon abstraite, mais par l'illustrationnel cadre de réussite des visites de terrain, des conférences de débat, des micro-programmes, des articles de presse. Les engagements du Mali dans la sauvegarde de l'environnement sont salués par les partenaires qui réitèrent leur engagement pour la consolidation des acquis dans le secteur. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement du gouvernement du Mali pour l'initiative de la Grande Muraille Verte au regard de ses capacités constructives à la gestion durable des richesses naturelles, à la restauration des terres dégradées, au développement durable, mais aussi son importance pour la paix, la stabilité et la solidarité au profit de tous et toutes les Maliennes. Je voudrais ici exprimer l'engagement des partenaires techniques et financiers à accompagner le gouvernement pour soutenir ses efforts d'opérationnalisation de la contribution déterminée nationale CDN et de la gestion durable des ressources naturelles vers une trajectoire de développement sobre en carbone.
2 autres ministres, Modibo Keïta du développement rural et Mahamadou Koné des affaires religieuses, ont fait le déplacement de Bougouni. Ensemble, les membres du gouvernement ont visité les stands érigés pour l'occasion. Dans son intervention, le Premier ministre a souligné l'indispensabilité de la sauvegarde de l'environnement pour la survie de l'humanité. L'environnement nous procure la nourriture. De l'environnement dépend notre santé. De l'environnement dépend notre sécurité au plus large du terme. Et donc pour les hautes autorités de la transition, la question de l'environnement est une question essentielle. Exactement comme la sécurité physique, la sécurité alimentaire, la sécurité environnementale est une condition sine qua non d'une bonne vie, d'une vie saine des citoyens. Et nous sommes venus dire aux populations de Bougouni, au nom du chef de l'État, que ce n'est pas par hasard que le gouvernement a choisi ici. Récemment, il y a eu un drame où, à cause du manque de respect de l'environnement, une partie de la faune est morte. Nous savons aussi tous les dégâts qui sont faits dans la région de Bougouni et d'autres régions. On a pris Bougouni symboliquement parce que des citoyens ne respectent pas l'environnement. Et donc nous sommes venus lancer un message extrêmement fort. La quinzaine de l'environnement s'étendra jusqu'au 17 juin et cette journée consacrée à la lutte contre la désertification et la sécheresse a pour thème « Se relever ensemble de la sécheresse ». Salim Zandao, notre envoyé spécial, suite des œuvres sociales du président de la transition. Ce soir, voyons l'inauguration de 10 forages dans plusieurs établissements de la rive gauche et du district de Bamako. C'est avec Mohamed Sangari. Ce sont les établissements des communes 1, 2, 3 et 4 du district de Bamako qui ont bénéficié aujourd'hui de l'eau potable. Ces forages équipés s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition Assimi Goïta. Les écoles concernées sont l'école Inemassa Sissé de Nyarela, les groupes scolaires ADF de Djilebougou, Doumanzananse, Mekin Sikoro Marché, Korofina Sud, Gomi, de Sirakoro Dunfi, Samé, Taliko Rekwazman et de Kalabambougou. Les bénéficiaires de ces forages équipés ont fortement remercié le président Assimi pour ce geste hautement symbolique. Nous remercions le président Assimi Goïta pour l'installation de ces forages dans l'enceinte de notre école chez GES. Nous va droit au cœur. Vive Assimi, vive le Mali. Quand on connaît la réalité de nos écoles, nous savons que partout où les forages ont été implantés, il y a la nécessité, il y a le besoin crucial. Donc aujourd'hui, que ces écoles-là soient dotées de forages par le président de la République, moi je pense que nous ne pouvons que lui dire merci, qu'Allah l'aide, n'est-ce pas, dans sa tâche et sa fonction et que ça soit une réussite. L'objectif de cette action humanitaire du président de la transition consiste à mettre fin aux pénuries d'eau dans les établissements scolaires publics. C'est toujours dans le même souci d'être au plus proche des citoyens, de les aider. On a vu que dans ces écoles, il y avait un besoin crucial d'eau. Des écoles qui sont créées depuis 1959 qui n'avaient pas d'eau. Des écoles où vraiment c'était difficile même d'enseigner. Aux bénéficiaires, on en a déjà discuté. Et dans toutes les écoles, il y a des comités de gestion scolaire qui vont prendre en charge ces œuvres-là, les suivre. Parce que qui dit enfant, on ne peut pas les contrôler à tout moment. Et on compte sur ces comités pour le suivi. Pour rappel, 36 forages sont destinés à alléger la souffrance des enfants et du personnel enseignant. Cette opération concerne les écoles des rives gauche et droite du district de Bamako.
Et Toura Bougouni est toujours plus écologique que jamais. La région, elle va abriter très bientôt l'usine Léo Lithium. Le ministre des Mines a procédé à la pose de la première pierre. L'usine qui sera bâtie sur une superficie de 72 hectares est un partenariat Firefinch Australie, Ganfeng Lithium Chine et coûtera plus de 125 milliards de francs CFA. Dressa Kone nous fait savoir qu'une fois terminée, l'usine fera du Mali dans quelques années le troisième producteur mondial de lithium. Regardons. L'usine Léo Lithium sera bâtie sur une superficie de 72 hectares pour un délai d'exécution de 2 ans. Ce gisement d'extraction de lithium a vu sa première pierre posée mercredi dernier dans le village de Goulamina, commune rurale de Danou, région de Bougouni. D'ores et déjà, les communautés à la base se réjouissent de l'aubaine. Nous, maires des communes rurales, demandons à nos populations riveraines de s'approprier les biens de la société. Nous osons espérer que les aspirations de nos populations seront portées à qui de droit, afin que nos rêves soient des réalités. Le projet Léo Lithium est exploité par Mali Lithium, une société minière basée en Australie. Cette première mine de lithium d'Afrique de l'Ouest, qui va coûter plus de 125 milliards de francs CFA, fera du Mali le troisième producteur mondial de lithium. Le projet de lithium de Goulamina est un projet de classe mondiale qui sera classé parmi les 7 premiers pendant sa phase 1, ce qui sera sur 18 mois, et ensuite, après les 18 mois, qui sera classé parmi les 3 premiers projets de lithium au monde. Nous produirons autour de 500 000 tonnes de concentré de spodumène par an pour la phase 1 et nous évoluerons à 800 000 tonnes par an lors de la phase 2. Léo Lithium est engagé vraiment à promouvoir le développement local, mais surtout à promouvoir les emplois locaux et surtout le contenu local. Ça signifie que sur la chaîne de valeur de la production de ce lithium, l'essentiel du travail sera réalisé par les Maliens et par les entreprises locales maliennes. Le lancement de la construction de la mine Léo Lithium Goulamina émane d'une volonté affichée des autorités de la transition de faire de la destination Mali une opportunité. 5 juin 2022, le M5 RFP a 2 ans. Cette date anniversaire offre l'occasion de faire le bilan du parcours du mouvement. Pour la circonstance, écoutons le président du comité stratégique du M5 RFP. Il est au micro de Boubacar Bablitoui. Quand on fait le bilan aujourd'hui, personne de bonne foi ne peut nier aujourd'hui que du point de vue de la sécurité, la situation s'est nettement améliorée. Personne de bonne foi ne peut dire que la lutte contre la corruption et l'impunité a été laissée à côté. Personne de bonne foi ne peut lier la volonté de réforme. Les assises nationales de la refondation sont tenues. Le Conseil des ministres du mercredi passé, le gouvernement a adopté le plan stratégique de la refondation sur 10 ans, son plan d'action sur 5 ans et son plan opérationnel à court terme sur 24 mois. Et donc quand vous prenez les objectifs de départ, tout n'est pas rose. Mais quand vous prenez le contexte international dans lequel la rectification a travaillé depuis 1 an, il y a des actes fondateurs, des actes stratégiques de la restauration de la dignité du Mali, de l'indépendance de décision de notre État, de sa souveraineté, qu'on ne peut pas avoir tapé une calculette. Ça n'a pas de prix. Personne de bonne foi ne peut le nier aujourd'hui. Personne ne peut nier que les Maliens ont retrouvé le sentiment de fierté. De la risée du monde il y a quelques années, certains se moquaient de notre armée. Aujourd'hui, tout le monde, il ne se trouve pas une seule personne de bonne foi au Mali qui ne vous parle pas de la montée en puissance de l'armée. Et donc, au total,
Quand vous prenez les objectifs de départ et ce qui a été engrangé en un an, je pense que les militantes et les militants du M5 doivent être fiers des résultats obtenus. Mais cela ne pouvait pas se faire avec le M5 seul. Le M5 a eu un partenaire fiable. Ceux qui ont agi, ont parlé, ont décidé au nom des forces armées de sécurité. Je veux dire le président de la transition et ses compagnons. Voilà, demain, dans nos éditions de demain, vous allez avoir le reportage complet de cette cérémonie. L'invité de ce soir de l'émission, Malikoura Tassira et Wadidje Founé Koulibaly, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Rendez-vous à 22h10 pour la version française et 22h45 pour le Bamanankan. Entretien à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ERTM et sur nos plateformes digitales. À promouvoir la transformation durable des filières agricoles et améliorer l'inclusion financière entre les acteurs, tels sont entre autres objectifs de la visite du ministre du Développement rural dans la région de Mopti, Oumar Maïga, Suleiman Tepsouké, correspondance. Cette visite à Mopti des réalisations du projet inclusif, à savoir Planète Distribution d'Ousmane Sissé dit Ousmane Seibi, l'unité laitière de l'Union des femmes de production laitière de la commune rurale de Sio, par le ministre du Développement rural, vise à promouvoir une transformation durable des filières agricoles en améliorant l'inclusion financière et les partenariats économiques entre les différents acteurs. C'est un exemple qui doit être dupliqué partout en République du Mali. Ousmane Sissé, promoteur de Planète Distribution, joue un grand rôle et accompagne l'État dans sa politique de développement agricole. Parce que non seulement il aide les paysans à s'équiper, il les aide à avoir des intrants, il les aide à avoir des magasins de stockage que lui-même construit et il empêche ces paysans de brader leur production. Financé à hauteur de 58 milliards de francs CFA par le Fonds international de développement agricole à travers le Royaume du Danemark et le Canada, le projet inclusif met en relief les acquis du programme de microfinance agricole. Ce qu'on vient de voir en termes d'unité de transformation, d'amélioration de la qualité du riz ici, d'emploi, d'amélioration de la qualité de la production au niveau des PIV, je pense que c'est très important. Donc nous sommes très satisfaits de cette visite. La collaboration entre Planète Distribution et le projet inclusif a permis de développer un partenariat productif public-privé 4P, suivant un protocole d'accord tripartite avec 7 périmètres irrigués villageois pour la fourniture de 1125 tonnes de paddy. D'accès au financement, l'unité de fabrication de sacs vides fut remplacée par une unité moderne de décortiquage de riz. Le partenariat nous a permis d'avoir un financement global de 267 099 340 francs. Autre axe fort de la visite du ministre du Développement rural, l'appropriation du bilan des activités réalisées par le Conseil régional de Mopti, la visite guidée des équipements agricoles, de l'usine du décortiquage, du matériel agricole, des magasins de stockage de Planète Distribution, du matériel agricole subventionné à l'officerie qui croule sous le poids de la mévente, l'unité laitière des femmes de Soufroulaye, des réalisations qui font des filières agricoles des moteurs de développement durable dans la région de Mopti. Suivant également cette visite du ministre délégué chargé de l'action humanitaire dans la région de Kaï, sur place, Oumarou Diarra a remis des vivres et des non-vivres aux personnes vulnérables du cercle de Kaï et échangé avec les ONG humanitaires de la région. Benoko Fofana. En visite dans la région de Kaï pour évaluer les besoins humanitaires et apporter le soutien des autorités de la transition aux populations, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, Oumarou Diarra, a ainsi remis 3 tonnes de riz à 120 personnes vulnérables de la commune de Kaï. Accueillis dans une ambiance festive dans le village de Bougoutintin, commune de Gorigopela, cercle de Kaï également, cette fois-ci, le ministre a procédé à la remise symbolique des puces à opération de transactions monétaires aux bénéficiaires du village, soutenus par 2 ONG que sont le PAM et le GRADP. Ce programme porte sur 150 millions répartis entre plus de 3000 ménages, 3000 enfants et également des femmes allaitantes. Donc selon les catégories des ménages et des familles. En venant ici dans cette mission, le président de la transition nous a fait accompagner par des vivres
que nous avons voulu distribuer ce matin à l'endroit des couches vulnérables à travers la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Le ministre a rencontré les acteurs humanitaires de la région de Kayes afin de les sensibiliser à coordonner les actions de développement pour l'atteinte des objectifs souhaités. Le secteur, nous avons fait une évaluation et le président de la transition en a donné également des instructions fermes pour que le secteur puisse être bien organisé. Nous savons que les ressources sont limitées et les peu de ressources mobilisées doivent être réparties en bonne échéance pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces et efficients. Donc d'où la coordination de ce secteur. L'objectif pour nous, c'est de mettre tout sous l'autorité de l'État. Cela nous permettra non seulement de faire une meilleure évaluation des besoins humanitaires et d'apporter les solutions idoines. Au nom du président de la transition, colonel Assimi Goïta, le ministre et sa délégation sont allés présenter leurs condoléances à la famille d'un acteur humanitaire de Kayes assassiné par des bandits armés sur l'axe Yélimane-Kayes il y a de cela quelques jours. Le président du Conseil économique, social et culturel informe les membres associés du Conseil et les invités que la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième session ordinaire de la 6e mandature est prévue pour ce lundi 6 juin 2022 au siège de l'institution 6 à Koulouba en présence de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le thème de la session portera sur l'adoption du recueil annuel 2022 des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile. Mise en place terminée 9h55. Le président du Conseil économique, social et culturel, Yacouba Katile, s'est compté sur la présence de tous les membres et membres associés du Conseil. Les séances du Conseil économique, social et culturel sont publiques. La Commission nationale des droits de l'homme a été portée au statut le plus élevé des institutions nationales des droits de l'homme le 29 mars dernier. C'est là pour ses efforts consentis dans la protection et promotion des droits de l'homme. Occasion également pour le président Agimou Boiré de présenter le mandat de la CNDH et évoquer ses acquis dans la défense des droits de l'homme. Barakissa Ouattara et Alou Touré, explication. Elle est l'institution nationale des droits de l'homme. Le mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c'est encore elle. Elle, c'est la Commission nationale des droits de l'homme. Elle a pour mission de protéger et promouvoir les droits de l'homme. Aujourd'hui, la CNDH a fait recours aux médias qui devront servir de relais pour informer la population sur son mandat et ses exploits majeurs en matière des droits de l'homme au Mali. L'objectif, c'est de former, sensibiliser, informer pour instaurer une culture des droits de l'homme au Mali. Et par rapport à la protection des droits de l'homme, brièvement, nous recevons des plaintes relatives à des allégations, des violations ou d'abus des droits de l'homme. La loi nous demande de mener des enquêtes et puis de produire des rapports, de faire des recommandations à l'État, de dénoncer au besoin les cas de violation des droits de l'homme et assurer le suivi d'une recommandation pour aboutir à un meilleur respect des droits de l'homme. Il y a un autre mandat qui est relatif à la prévention de la torture. C'est ce que beaucoup de personnes connaissent. Cette mission nous amène à visiter les prisons, les commissariats, les brigades pour vérifier les conditions de détention des personnes privées de liberté. Parce que les personnes privées de liberté aussi ont des droits. Le président de l'institution a aussi évoqué les acquis de la CNDH dans la défense des droits de l'homme ainsi que son accréditation au statut A, le statut le plus élevé des institutions nationales des droits de l'homme. L'accréditation au statut A, c'est la preuve que l'institution nationale du Mali est une institution crédible, qualifiée et avec une expertise certaine en matière de respect des droits de l'homme. Parce que ça se fait sur la base d'une évaluation très rigoureuse et sur la base des éléments de preuve, des enquêtes d'opinion. Donc ça permet au Mali d'avoir voix au chapitre. Avant d'avoir ce statut, vous êtes obligé de passer par une institution de statut à d'un autre pays pour porter la parole de votre pays. Un statut qui contribuera au rayonnement du Mali sur la scène internationale.
Lancement en commune 2 du district de Bamako de la semaine d'intensification des activités de nutrition. Plus de 7 millions d'enfants et 100 000 femmes sont concernés par ce premier passage. Le gouvernement et ses partenaires injectent plus d'1 milliard de francs CFA dans cette campagne pour le bien-être des enfants. Le point de la cérémonie de lancement avec Koumba Sissé. Tata Kone, âgée de 13 mois, suivie de Aïssata Kone, 36 mois, ce sont ces deux petites qui ont reçu la première dose de vitamine A à Gomi, en commune 2 du district de Bamako. Cette administration marque le lancement de la semaine d'intensification des activités de nutrition. Ces activités concernent les enfants de 12 à 59 mois et les femmes ayant accouché les 40 jours qui suivent leur accouchement. À cette SIAN que nous devons lancer seront associées des activités de dépistage de la malnutrition aiguë des enfants et du contrôle de sel iodé dans les ménages. J'invite les autorités administratives locales, les politiques, les autorités coutumières à s'investir pour que les enfants puissent bénéficier de l'administration de la vitamine A et de l'albendazole. La carence en vitamine A est toujours une réalité au Mali, raison pour laquelle le gouvernement et ses partenaires investissent environ 1,130 milliard de francs CFA dans ce premier passage de la SIAN pour le bien-être des enfants. La semaine d'intensification des activités de nutrition que nous lançons devrait également être une excellente opportunité pour renforcer les interventions intégrées à haut impact pour la survie, le développement et le bien-être de la mère et de l'enfant. Ce serait une occasion pour faire un rattrapage de la vaccination pour les enfants et les femmes non ou insuffisamment vaccinés. Il serait important aussi durant ces semaines d'intensification de diagnostiquer et de prendre en charge les enfants souffrant de diarrhée, de paludisme et de pneumonie. La remise des kits de lave-mains à quelques moments, la présentation du sketch sur la malnutrition et une prestation folklorique ont meublé la cérémonie de lancement de la SIAN 2022 à Gomi. Comme d'habitude, la stratégie adoptée pour cette campagne sera le porte-à-porte et quelques points fixes. Et ce 5 juin, le point Covid est le suivant. 1 cas positif, 3 guéris, 0 décès. 40 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La mission d'évangélisation et d'implantation des églises a organisé ce dimanche la fête de Pentecôte, un moment de prière, de pardon et de dévotion célébré au 50e jour de la fête de Pâques. Des milliers de chrétiens ont pris part à cette célébration à l'église protestante de Konaté-Bougou où ils ont loué le Seigneur pour le retour définitif de la paix et de la quiétude au Mali. Boubacar Kanouté. La Pentecôte marque la révélation de l'Esprit Saint aux apôtres de Jésus-Christ et la naissance de l'Église. Cet événement est survenu 50 jours après le Pâques. C'est dans la communion et l'allégresse que les fidèles chrétiens de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises ont loué, magnifié et chanté la gloire du Seigneur Jésus-Christ, tout en demandant sa grâce divine pour la nation malienne aujourd'hui confrontée à plusieurs défis. La Pentecôte, la transformation et du renouvellement. Dieu se veut commencer une nouvelle chose avec l'Église, avec les nations et avec les peuples. Car les saisons sont entre ses mains. C'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. De te présenter ce pays-là, de tous ses dirigeants et de tous ceux qui ont voix au chapitre dans ce pays, tous ceux qui ont voix des décisions dans ce pays. Accorde-leur d'avoir un même cœur, une même pensée, un même désir, un même souhait. La protection divine qui vient de toi. Tends ta main gracieuse, apporter bonheur et réconfort, extirper tout mal destructeur dans ce pays. Cette fête de Pentecôte a été mise à profit pour la consécration d'une vingtaine de pasteurs en présence de leur conjointe, suivie de la remise de diplôme aux étudiants en fin d'études à l'école biblique La Croix. Ils mesurent tous la portée de la mission.
Cette mission et cette œuvre est accomplie par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous croyons que le Saint-Esprit nous aidera à accomplir cette grâce dans le nom de Jésus. Pour les membres de l'Église, nous sommes vraiment disposés à accomplir cela, les accompagner surtout spirituellement, que vraiment nous puissions nous donner la main les uns les autres, parce que notre nation a besoin plus encore aujourd'hui de nous, afin que nous puissions nous comprendre, nous puissions marcher ensemble, nous puissions nous pardonner les uns les autres, laisser tomber les différends. Des bénédictions formulées, des cantiques chantés pour un Mali apaisé où il fait bon vivre. Dans notre grand format du week-end, je vous amène à la rencontre de Madou Diarra, Hercule de son temps. Je vous explique. Madou Diarra, simple homo sapiens, a cassé manuellement, sans bulldozer, une colline tout entière pour faire passer une route de près d'1 kilomètre. Djonka Sabali, c'est le nom de la route qui rapproche désormais son village natal, Djonoké-Bougou, de Bamako. Un travail de titan qui va nous raconter Garibou Pérou, Imon Frissano, Moulay Sidibé, Modibo Tangara et Gaussou Kouyaté, qui sont justement allés voir l'homme aujourd'hui, physiquement fatigué, mais qui sert d'exemple pour sa communauté. Suivons ensemble. De cette colline, Djonoké-Bougou est un village de la commune de Mandé. Pour arriver dans ces villages, on contournait cette colline en parcourant au moins 90 km. De Bamako, il fallait passer par Kati, Dio, avant d'arriver à Djonoké-Bougou, en traversant une quarantaine de villages. Trop et inacceptable pour Madou Diarra. C'est pourquoi en 2005, aujourd'hui sexagénaire, Madou réunit la jeunesse et exprime sa volonté de faire disparaître littéralement cet obstacle. Mais si grande fut sa déception. Ne ko Madou ma ngo Madou ngo esike nge kungolo kakane ngo basi ma kani jonnyor lo kibi sira boya ngo Madou ngi kungolo mangane ngo ne bolo bla ne wale so akoma ko molo isigi bi ko klinani ikana yor la je akale ka do kungeli nge nana soro abaga bara damna ngo Madou ngo iye chaba ko ngo sira bibo am ngo woro kuna do me anya nyo sanve ane kala je ka ira ka fo wa me fe ka sira boni fe ta mo ko ne ma mi ni ma jole mbay ado parce que ya ja ci ka fo ne ko ngolo ko nte am bora ñu fe du ko ne kana mais en tato mata ñu ko fe de o kara sira sababu parce que jama jone ne quoi. Complètement fou pour les siens, Madou Diarra ne se décourage pas. Peu avant le lancement des travaux de la route, l'homme entreprend au pied de la colline le creusement de ces puits. 6 mètres de profondeur environ, l'artisan appelle ces puits Djonka Sabali, c'est-à-dire l'homme doit incarner comme vertu l'indulgence et la tolérance. De 2005 à 2022, soit 17 ans après, voici la voie qui nous mène à Djonoké-Bougou. Près de 800 mètres de long et 6 mètres de large, Madou Diarra préfère donner la paternité de cet ouvrage gigantesque à tous ceux qui l'ont de près ou de loin soutenu dans un esprit d'équipe. Tellement bon digain ni wotro tibolo buroti tibolo fo abata ka da yani la faro chore mai dongo yam la lo ponsona ya yan segende tellement gaba ko bebele ba no flani no de fanga ngabo ya an toro redi amena yanga me kalo chama mo ngiron na. Maman Traoré et Daouda Makasouba sont tous les deux chauffeurs. Ils sont sur ce trajet depuis longtemps. Ils nous racontent le calvaire qu'ils vivaient par le passé avec émotion. na yi baran damne don fala na fana sala moli be si agla kli te moli nyela
mais bibi na fleur na sa bibi joya sa bibi mo limi sa sa mo tan dula mais te na ta bese na ba mare na Allah fiya la amma maru fo ka bargara parce que maru de ni manchi machi de bolo de sira ko ngajuguni ni am flaka le ono me fe no sira o a chiro flanani no tentaro nu o yiri la chiro flo fla côté don na jamfe o ko ngajuguni am baga le mi fe ni ma fo manera ka frende la ka blo fe fo be jo kan jiki to laje mais Dieu merci ay mi nga ma fo ka bargara na mo ko soro mi se ka de mal flo sira ka nyaka temeninga o de kada no de le ba kan le 1er au 31. Cette eau de roche aux ambiances variées est le château de fortune de Madoudiara. Allons savoir comment fonctionne ce château, par où monter sur le toit et même descendre dans la sous-cave. Alhamdulillah, depuis un an, nous avons carré d'amener. Je ne peux pas dire que je suis borom na kuno kulu kono nai nde jiwati abi wani yoron drone landa kana bamananga na ma hawle ko njono akon me kuma jede ni fundani re ni climat bora dura be korota ni yana château de yo ni yana château ndambulo ala bi maso ne ala ison yaro ko bayde. Que signifie pour Madoudiara Djonka Sabali ce nom qui est sur toutes les lèvres? Le voici, il est même répandu jusqu'au flanc de la colline, souhaitant la bienvenue aux passants. Djonka Sabali koroye ala ka hine jone gala. Bugu ne toyo ko jone ke bugu. Ne ka bugu. Djonka Sabali ne koroyo. Sira ne benen toyo. Kulo ne benen toyo. Ali e ko le so. Un peu devant une déviation étrange, les témoignages donnent de la matière à la réflexion. Vu la hauteur, pour ne pas dire la hauteur de la colline, dire que la route peut passer de ce côté, vraiment, on ne croyait pas. Mais seul lui peut expliquer comment il est venu. Mais au fur et à mesure que les travaux avancent, on a vu que non, ça peut être. C'est avec la volonté, avec la détermination, avec le courage que cette route est là aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Parce que sans la détermination, ça n'allait pas être comme ça. La route là, ça continue jusqu'au niveau de Dion. Dion, c'est derrière Kati. Donc c'est plus de 40-50 km. Et plus de 40 villages aussi bénéficient de cette route-là. La route là, traversée ici, c'est Djonekebou. Après Djonekebou, il y a Doukouba. Après Doukouba, il y a Kenekoum, il y a Kodjela, il y a Nkomi, il y a Sunjebou. Dégager littéralement une telle colline, il faut tabler sur plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Zone agricole par excellence, les habitants de ces microclimats gardent encore en mémoire les images du passé. Il y a des gens qui ont regardé. Ils ont regardé. Nous avons besoin de savoir qu'on a bluffé. Nous, ici, là, nous avons dit que nous avons besoin de ça. Falo na ngiye doni soro an mo nyan gune kata bla kulujula mobili kata taye al ni la doni tanye iba beta ikungolo la kelengele kata bla kulujula mobili katuta bo debe ne sira ko ni mora o bora mo pe mobili bina na doni taya na ko kono fe mi taya logo bi taya na esar bonzoro lu fana mi taya. Djekoro Diara est le chef de village. Visiblement, le super centenaire est aux anges. Il voit son village à une trentaine de kilomètres seulement de Bamako. Marabini, Furusene, Nako, Antitasanuboro, Antesanubarla, Furukeleni, Aninako, Yanakabare. Bon, Mumo Nafansoro, Sira Mad de Bosoro. Niama Drobi Nafeta, Sirakan, Sira Moli. Physiquement épuisé et financièrement à genoux, Madoudiara, l'artisan de la route, n'a pas encore dit son dernier mot. Il compte retoucher la route et installer un château dans son village qui manque d'eau potable. L'effet magique devant lequel les difficultés disparaissent et les obstacles s'évanouissent,
c'est la patience et la persévérance. C'est le cas de Madou Diarra qui chancelle sous le poids de l'épuisement. Merci Garibou Pérou pour ce dossier. Je reçois Koji Sibi. Bonsoir. Bonsoir Nialiou, bonsoir à tous. Bienvenue. Retour donc Koji Sibi sur la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Mali signent un très bon départ en dominant largement les Diables Rouges du Congo. Ils occupent la tête de leur groupe. Oui, Nialiou, on en parlait hier. Les Aigles se sont imposés par le score sans appel de 4-0. Ils étaient très attendus, c'est pourquoi on ne reviendra pas forcément sur la rencontre, mais les à côté, l'ambiance donc qui a régné avant, pendant et après cette large victoire des Aigles du Mali face aux Diables Rouges du Congo. Je ne vous en dis pas davantage, suivons plutôt ce reportage de Siragatou Sissé. Les retrouvailles Aigles du Mali et Diables Rouges du Congo ont été à nouveau prolifiques en buts, 4 au total, comme en 2008, toujours au stade du 26 mars. Le verrou saute dès la première minute. Le centre au cordeau du capitaine Amari Traoré, mal dégagé par un défenseur, est repris instantanément par Mohamed Kamara Tchamanché. Ce but matinal galvanise la troupe à Eric Sekouchel. À la 10e minute, Yves Bissouma s'amuse dans la défense congolaise et sert El Bilal Touré pour le deuxième but. Les Aigles sont à l'aise et déroulent. On est à la 40e minute. Les Congolais perdent le ballon aux abords des 16 mètres. La frappe puissante et précise d'El Bilal Touré fait mouche pour le 3-0. À la 44e minute, Yves Bissouma centre pour Khalifa Koulibaly, entré en jeu pour le 4e but d'une soirée triomphale et mémorable. Dans l'autre match du groupe, la Gambie a pris le meilleur 1-0 sur le Soudan du Sud. Au classement, le Mali vire. Jour de match à Bamako, les supporters convergent vers le stade du 26 mars pour assister au duel Mali-Congo de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Il est 16h32. Des mini-cars transportant des supporters arrivent au stade. Suivent d'autres supporters en groupe, en famille, sous la supervision des forces de l'ordre pour orienter tout ce beau monde. On peut gagner 2 €. Voilà, on peut gagner 2 €. Une fouille corporelle est effectuée sur tous, sans exception. À 16h44, le bus des Aigles du Mali est là et franchit le portail du stade du 26 mars. 6 minutes plus tard, celui des arbitres mauritaniens. C'est à 17h05 que le bus des Diables Rouges du Congo se fait escorter. Les supporters, encore sceptiques à prendre le chemin, arrivent au compte-gouttes. Une fois franchi le portail, un autre contrôle plus poussé est opérationnel. À 19h09, les Aigles du Mali font leur entrée sur la pelouse bien arrosée pour l'échauffement sous la clameur des supporters. À 18h53, les deux équipes foulent le stade du 26 mars pour le coup d'envoi. Chaque but marqué par les Aigles est accompagné d'applaudissements lourds. Ce Mali-Congo restera dans les annales. L'organisation a failli. À la fin du match, des journalistes accrédités en bonne et due forme ont été empêchés par des porteurs d'uniforme de passer la barrière pour la salle de conférence. Après de longues minutes de discussion, les journalistes accèdent enfin à la salle. Pour exprimer leur mécontentement, ils empêchent la tenue de la conférence d'après-match. Les journalistes ont appliqué la loi du talion. Dent pour dent, œil pour œil. Ça devient un problème, les journalistes dans les stades. Et j'espère qu'on va tirer les leçons justement de cette première rencontre des éliminatoires de la CAN 2023 pour désormais que les journalistes puissent travailler dans les conditions idoines. Tout à fait, Voilà. à fait, oui. Juste Donc, le temps de rappeler, les oui. Aigles vont se déplacer pour la prochaine journée. Ce sera le 9 juin prochain du côté de Kampala en Ouganda pour rencontrer pas l'Ouganda mais le Soudan du Sud, puisque le terrain des Sud-Soudanais n'est pas homologué.
La rencontre est donc délocalisée du côté de Kampala. De Kampala, oui. On poursuit. Nous allons parler à présent de basketball avec la fin de la phase allée du championnat national de première division. Oui, cette phase allée, c'est la 7e journée qui correspond à cette phase allée. Vous allez apercevoir justement les images et voici les derniers résultats. D'abord, on s'intéresse aux hommes et puis voilà, avec la victoire de l'AS Real qui est allé gagner à Sikasso 84-41 devant le Tata National. L'AS Police a dominé le Djoliba de justesse 60 à 59. Il reste la phase retour, mais d'abord chez les dames, on retient la victoire de l'AS Real sur l'équipe de l'USM Koutiala 78 à 42. Et puis l'espace qui s'est imposé devant Atar Club de Kidal 56 à 55. On va donc rappeler qu'il reste la phase retour qui fera aussi 7 journées à l'issue de laquelle les 4 meilleurs en hommes et aussi les 4 meilleurs en dames vont se qualifier pour la phase Caridas. Et ce ne sera pas tout. Après cette phase Caridas, on va donc jouer la phase play-off. Cette fois-ci, ce sera 2 équipes en hommes, 2 équipes en dames qui vont jouer donc pour la phase play-off pour désigner l'équipe championne de l'édition 2022. C'est tout? C'est tout. Mais en tout cas, merci Koji Sibi pour cette actualité sportive. Et si cela vous tente, Koji Sibi, je vais vous faire voyager, comme d'ailleurs nos téléspectateurs dans le Miankala. Vous allez me suivre? Tout à fait. Alors, nous allons découvrir ensemble un rite initiatique de chez les Mianka. Il s'agit du koté ou escargot en milieu bamana. Ce rite livre une société de lumière où chaque jeune Mianka est éduqué sur la base de cette philosophie de l'escargot qui concerne notamment le patriotisme, la défense du village, donc de la nation, ou encore la fierté d'appartenir à sa lignée. Malheureusement, nous signale Alpha Maïga et Toumani Diabaté qu'aujourd'hui, la pratique est en voie de disparition, ce qui est très dommage. Suivons la chronique culture et société de ce soir qui est donc consacrée au koté. La commune de Somasso, c'est dans le cercle de Bla, région de Ségou. Fondée il y a plusieurs siècles par un adepte de la brousse et des eaux, Somasso ou la case de Soma. Le fondateur est aujourd'hui réputé pour ses valeurs socio-culturelles. Parmi ces valeurs, un rite initiatique. Le koté, escargot en milieu bamana, kori en mianka, livre une société de lumière. C'est une société secrète qui comprend 2 parties principales. Une première partie qui est nocturne, ça ce n'est pas accessible à tout le monde. Les non-initiés et les femmes, ça ne leur permet pas d'accéder aux cérémonies de cette partie. Et maintenant, il y a une partie diurne, se passe le jour, ça c'est comme de la distraction, de l'amusement, et ça c'est accessible à tous. Nous sommes une espèce de guerriers, capables d'apporter l'effroi dans une armée tout entière. Nous sommes des vrais guerriers. Nous n'avons pas cherché ça autrement, nous avons hérité ça. Chaque jeune Mianka était éduqué sur la base de cette philosophie. Les différents éléments culturels étaient ainsi transmis à l'enfant et façonnaient de ce fait un être intégré dans sa structure sociale. On te forme mentalement et physiquement. On t'apprend à garder le secret. On t'apprend à être endurant, très endurant. Même si tu as le couteau sur la gorge, tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas gémir, comme Alfred de Vigny le disait. Pleurer, gémir, crier, c'est lâche. Et c'est pendant cette initiation qu'on t'apprend ça. Cependant, la destruction progressive de la société a entraîné la perte de plusieurs éléments culturels. Des éléments dans la formation du jeune Mianka et dans la construction de sa personnalité. Maintenant, après un mois, il y a un vendredi qu'on choisit pour faire la fête. Les hommes sortent avec des bateaux que vous voyez, qu'on appelle le Bamabéré. Ils dansent. D'abord, tu n'es pas initié avant d'être circoncis. Et la circoncision dans le milieu Mianka se faisait entre 16 et 18 ans. Et tu ne pars pas à la guerre sans être initié. Cette pratique culturelle est en voie de disparition.
une pratique qui a marqué l'être social Mianka. C'est un événement exceptionnel qui s'organise tous les 7 ans. Un événement septennal qui est à l'honneur, on va dire, de la patrie. Il s'agit là d'un enseignement atypique du patriotisme qui, au-delà d'un village, s'étend sur toute une communauté. L'organisation et la reprise de ces rites culturels procèdent tout simplement des efforts déployés. Il s'agit en clair de restaurer les valeurs culturelles. Aujourd'hui, même si le tourisme est en baisse, le Koté en est l'un des exemples palpables. Tous sont d'accord, franchement, que le Koté est un événement particulier. On espère en tout cas que dans les mois ou années à venir, il sera inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Le tourisme s'y intéresse déjà car le Koté est un exemple palpable de notre patrimoine à préserver. Merci beaucoup Alpha Maïga. Voilà, sur ce prend fin ce journal. Grand merci à nos téléspectateurs de Kimparana, Kasurola, Moribila et 100. Demain 13h, Barakisa Ouattara. Le 20h sera une présentation de Fousseini Tounkara. Bon début de semaine à tous. Merci et bonsoir.